Je vous le disais il y a un instant, une nouvelle page législative. Dans ce journal, nous recevons en effet le candidat du Rassemblement dans la seconde circonscription, Thierry Santa. Et pour vous interroger, Elisabeth Noir. Thierry Santa, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, l'actualité calédonienne, vous le savez, est marquée par le décès hier de Jean Lec. C'est le président d'honneur du Rassemblement, votre parti. Quelle est votre réaction avec à cette disparition? Alors bien sûr, beaucoup de tristesse. J'ai eu la chance d'avoir de nombreux contacts avec Jean Lec, et dès le début même de ma vie professionnelle, puisque j'ai commencé ma vie professionnelle à la mairie de Nouméa, à l'époque où Jean Lec était le maire. Et j'ai pas mal d'anecdotes en tête, hein, et ce que je retiens de la personne, parce que au-delà du monument politique qui vient de nous quitter, c'était d'abord quelqu'un de très humain, d'extrêmement humain, qui faisait attention aux gens, qui était capable de retenir le nom du conjoint ou de la conjointe, des enfants, qui toujours nous demandait des nouvelles de la famille. Donc et ça, il le faisait, je sais, avec tout le monde. En plus, avec une mémoire phénoménale, phénoménale. Et puis aussi un homme de fidélité, hein, Jean Lec. Hein. Depuis toujours, il n'a jamais varié dans son positionnement politique, à la fois attaché à une Calédonie française, mais finalement dans le respect de chacun, et de fidélité au parti. Hein. C'était notre président d'honneur. Et depuis toujours, donc il a adhéré dès le départ au RPCR à l'époque, et il est resté donc membre actif de notre mouvement jusqu'à la fin, quoi. Alors, pour en venir à l'actualité législative proprement dite, vous avez lancé votre campagne à la fin du mois de mars, on l'a déjà dit, c'était très tôt, vous avez été l'un des premiers à vous lancer dans la bataille. Vous en êtes où aujourd'hui? Comment ça se passe? Il n'y a pas d'essoufflement? C'est pas un peu long de mener une campagne législative comme ça sur de nombreuses semaines? Alors absolument pas. Et quelque part, heureusement qu'on a lancé notre campagne si tôt, parce que ça nous a permis d'aller à la rencontre des Calédoniens partout sur cette seconde circonscription, qui est quand même une circonscription gigantesque. Hein. On a fait quelques milliers de kilomètres là, depuis les 3-4 mois qu'on est sur le terrain. C'est toute la grande terre sauf Nouméa, quoi. Exactement. Donc ça nous a permis de rencontrer beaucoup de monde. C'est une campagne extrêmement enrichissante. J'ai vraiment le sentiment d'avoir passé encore un palier dans la connaissance des Calédoniens, avec toutes ces rencontres que j'ai pu faire, que ce soit par des réunions publiques, mais surtout des rencontres privées, beaucoup de rencontres privées, pour comprendre la vie de nos concitoyens partout sur cette grande terre, et de constater ce que je savais peut-être déjà quelque part, mais ces spécificités qui sont les nôtres sur ce territoire. La seconde circonscription, c'est celle qui représente le mieux la diversité calédonienne, la diversité de la population calédonienne. On a des façons de vivre différentes où qu'on se trouve, où qu'on vive en Nouvelle-Calédonie, et chacune, bien sûr, est aussi respectable que l'autre, mais c'est vraiment une réalité de notre pays. Et c'est en ayant ça à l'esprit que on a construit notre projet d'une Calédonie forte et unie, qu'on porte avec Vanessa Wachapo, hein, ma suppléante, une Calédonie forte et unie au sein de la République française. Alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans cette campagne législative? Vous avez été président du Congrès, vous avez été président du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous souhaitez être député? Qu'est-ce qui vous a décidé à être candidat? Justement, de tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire toutes ces rencontres, m'ont incité à porter la voix de la majorité des Calédoniens. Euh, Aujourd'hui, je sens une forme de décalage entre la population calédonienne et le monde politique calédonien. Je pense que c'est ce qui explique une partie du taux d'abstention, hélas, qu'on constate depuis de nombreuses années maintenant. À chaque élection, on a une baisse régulière de participation. Et c'est ce décalage-là qui apparaît quand on parle avec les gens. Alors pendant longtemps, c'était la question de l'indépendance ou pas l'indépendance, avec les référendums binaires que nous avons subis. Mais aujourd'hui, cette question-là, elle est réglée. Les Calédoniens ont choisi, la Calédonie est française. Donc la vraie question que se pose aujourd'hui la majorité des Calédoniens, c'est comment on vit ensemble en Nouvelle-Calédonie, dans une Calédonie française. C'est à cette question-là qu'on doit répondre. Et c'est avec cette question en tête qu'on a porté, je vous disais, ce projet de Calédonie forte et unie, forte économiquement, socialement, politiquement, sécuritairement, régionalement. La Calédonie représente la France et l'Europe dans le Pacifique. C'est important. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte aujourd'hui,
Mais le monde de demain, il va se focaliser dans le Pacifique. Et il faut que l'Europe soit représentée dans le Pacifique face finalement aux deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. J'insiste sur ce point parce que franchement, c'est quelque chose que les Calédoniens auquel ne pensent pas forcément les Calédoniens d'un premier abord. Et je sens, moi, que c'est quelque chose de fondamental pour la Calédonie. Ils ont tendance à être trop obsédés, va-t-on dire, ou préoccupés par leurs problèmes, les problèmes de la Nouvelle-Calédonie, et ils voient pas suffisamment au-delà du lagon. Voilà, mais c'est normal, quelque part, surtout dans la situation dans laquelle nous vivons, où beaucoup de monde a des difficultés à avoir un emploi, à finir les fins de mois. On parle beaucoup de vie chère, on parle beaucoup d'inégalités sociales, de relance économique. Moi, en tant que député, j'irai chercher tous les outils et tous les dispositifs nationaux et européens pour aider à cette relance économique. Ce sera la meilleure façon de lutter contre la vie chère, c'est de permettre aux gens d'avoir un emploi et un salaire à la fin du mois. Mais il y a aussi toute une série d'autres outils qui existent au niveau national qui peuvent aider même directement à la lutte contre la vie chère ici en Nouvelle-Calédonie. Et ça, les gens ne le savent pas forcément, qu'un député peut agir sur ces matières qui sont d'abord des compétences locales. Néanmoins, je le répète, il y a des propositions concrètes en la matière. Et en matière de sécurité aussi, c'est des sujets qui reviennent partout où on est allé. Partout où on est allé, on a un problème d'insécurité. On a beaucoup de critiques sur l'inaction d'une partie des forces de l'ordre en brousse. Donc je pense que là, il y a peut-être des messages à faire passer aux commissaires et aux autorités nationales en la matière. Un député peut aller chercher aussi des moyens supplémentaires pour ces forces de l'ordre, qu'elles soient nationales ou municipales. Il y a des dispositions aujourd'hui qui existent en métropole pour que les communes et leurs polices municipales puissent être plus actives dans la lutte contre la délinquance, qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. Donc je porterai, moi, des propositions pour les rendre applicables. Et en matière de justice, on a un vrai problème aujourd'hui d'insuffisance de moyens de la justice calédonienne. Là aussi, le député j'irai porter ce message auprès des autorités nationales pour améliorer les capacités d'action des tribunaux ici en Nouvelle-Calédonie. Alors, à vous entendre, c'est quoi pour vous le rôle exactement d'un député de la Nouvelle-Calédonie, et notamment du député ou des députés qui seront élus le 19 juin? C'est l'avenir institutionnel d'abord, puisqu'on entend tout le monde dire que les députés seront autour de la table de discussion. C'est la vie quotidienne des Calédoniens, le pouvoir d'achat, la vie chère, vous venez d'en parler. Ou c'est passer à être un interlocuteur des autorités parisiennes et porter un message à la métropole pour traduire ce que veulent les Calédoniens. C'est tout ça à la fois? C'est tout ça à la fois. Un député, par définition, ce sont les personnes qui votent les lois nationales. D'accord ? Donc un député, c'est d'abord un député de la nation. Et il doit avoir à l'esprit le bien-être de la population française au sens le plus large possible par tous les textes qu'il adopte à l'Assemblée nationale. Un député, ça a aussi une responsabilité de contrôle de l'action du gouvernement. Ça, peu de gens le savent. Ça fait partie de la Ve République. L'Assemblée nationale est là pour contrôler l'action du gouvernement central. Donc bien sûr que je jouerai ces deux rôles, mais un député calédonien, lui, par contre, a une spécificité que n'ont peut-être pas les autres nationaux, c'est qu'il est là pour faire passer l'information auprès de tous ses collègues de la réalité, de la situation de la Nouvelle-Calédonie, d'abord. Et ensuite, dans le contexte particulier qui est le nôtre aujourd'hui de transition, avec des discussions à venir pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une personne qui va être autour de cette table des négociations demain. Et donc, à ce titre-là, cette élection est un peu plus importante, à mon sens, que toutes les autres précédentes, puisque, justement, les députés qui vont être élus participeront à ces négociations et auront surtout une voix particulière à ce moment-là, puisque ce seront les dernières personnes qui auront été élues à la majorité par les Calédoniens. On va revenir dans un instant sur le projet justement que vous portez par une institutionnelle, mais Thierry Santa, si vous êtes élu, vous siégerez dans le groupe LR, le groupe Les Républicains, c'est votre famille politique, vous avez l'investiture. Vous serez donc, a priori, en attendant de voir les résultats, vous serez dans l'opposition. À quoi ça sert un député de l'opposition? On entend notamment les candidats de la majorité présidentielle dire carrément que ça ne sert à rien. Alors, vous savez, le poids, encore une fois, de la parole des députés qui vont être élus, c'est les Calédoniens qui vont leur donner. C'est pas le fait d'être soutenu par tel ou tel parti local ou être ami ou pas avec le président de la République. Non, c'est parce que les Calédoniens les auront choisis qu'ils auront le poids qu'ils devront avoir, encore une fois, dans ces discussions d'avenir. Je serai effectivement membre du groupe Les Républicains puisque c'est ma famille
nationale politique de toujours, le rassemblement que je préside, a toujours été affilié à la droite républicaine. C'était le RPR au début, l'UMP ensuite, maintenant les Républicains. Et en l'occurrence, c'est une question de fidélité en ce qui me concerne. Mais ça sera une opposition, et même les Républicains eux-mêmes le disent dans leur discours, ça sera une opposition constructive. C'est-à-dire qu'on accompagnera le gouvernement national dès lors que les propositions qui seront faites seront favorables à la population française, mais en particulier à la Calédonie en ce qui me concerne. À l'inverse, on s'opposera si on considère que les propositions ne vont pas dans le bon sens de l'intérêt général auquel nous sommes profondément attachés. Pendant cette campagne, vous êtes face à un candidat de la majorité présidentielle, à Nicolas Metzdorf, qui sont dans la seconde circonscription. C'est aussi le candidat de ce qu'on a appelé l'Union loyaliste ou la Maison commune calédonienne, qui réunit 4 partis, un républicain calédonien, le MPC, le Calédonie Ensemble et Génération NC. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu seul et est-ce que vous ne faites pas figure de diviseur face à cette union qui a été constituée? Alors, vous savez, moi, je considère que c'est d'abord une association de personnalités qui soutiennent effectivement le président de la République, et c'est leur droit le plus normal, le plus légitime. Ça ne me pose aucune difficulté en l'occurrence. L'objectif étant pour eux de faire élire des députés qui vont éventuellement porter cette majorité présidentielle qu'ils espèrent. Accessoirement peut-être écarter aussi les autres sensibilités loyalistes de la Nouvelle-Calédonie dans les discussions d'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et ça c'est peut-être ce qui me dérange un peu. Mais là où ça me dérange beaucoup, c'est quand on essaie de faire croire que cette association est le nouveau regroupement loyaliste. Moi, quand je vois toutes les candidatures posées sur la table aujourd'hui et les réactions des uns et des autres, je constate que ni Philippe Blaise ne fait partie de cette association, ni Simon Louécotte, ni Pascal Lafleur, ni bien sûr le rassemblement que je préside, ni le parti de Pascal Vittori et de Wilfried Weiss, tous calédoniens, ni le Rassemblement national, même si je ne partage pas leurs idées, ce sont des loyalistes ici en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai plus le sentiment qu'il y a plus de loyalistes à l'extérieur de leur association qu'à l'intérieur. Donc voilà, il faut que les choses soient dites. Il faut que les Calédoniens ouvrent les yeux et ne se laissent pas embarquer par ce mensonge qu'ils essayent de faire passer. Mais est-ce que vous pensez que... On sait que les Calédoniens aiment bien l'union, ont besoin d'unité. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à vous mettre, à vous entendre, à vous mettre d'accord lors des négociations sur l'avenir? Est-ce que vous pourrez parler d'une seule voix face aux indépendantistes quand il s'agira de préparer l'avenir institutionnel? Ou est-ce que les fractures sont trop fortes aujourd'hui? Vous savez, en politique, il faut être responsable. Et la responsabilité nous obligera, les uns et les autres, à se retrouver au lendemain de ces élections législatives. L'intérêt de ces élections législatives, ce sont des élections à 2 tours. Et ça permet aux Calédoniens de choisir. C'est les Calédoniens qui doivent choisir la vision de leur pays de demain, la vision de leur avenir, de l'avenir de leurs enfants. Ce sont les Calédoniens et personne d'autre qui doit décider à leur place. Donc c'est eux qui doivent choisir les députés de demain. Et donc l'avantage d'une élection à 2 tours, c'est que ça permet d'avoir ce choix au premier tour et ensuite au deuxième tour de s'aligner pour faire en sorte qu'un député non indépendantiste soit élu, en particulier dans cette deuxième circonscription. Mais ensuite, il faut bien comprendre que, je le disais tout à l'heure, ces députés auront une voix, un poids, le poids de leur parole sera particulier, justement, parce que ce seront les derniers élus par les Calédoniens. Et donc c'est bien leur vision de la Nouvelle-Calédonie qui sera la colonne vertébrale, qui devra être la colonne vertébrale de ce projet loyaliste. Et c'est sur cette base-là qu'il faudra qu'on se retrouve le lendemain de ces élections législatives pour ensemble, tous les loyalistes, partager ce projet, le faire évoluer éventuellement sur certains points pour que tout le monde s'y reconnaisse, de manière à ce qu'ensuite on aille à la table des négociations avec nos partenaires adversaires indépendantistes et avec l'État. C'est bien une table à 3 qu'il faut envisager pour que les choses se passent bien. Et ben c'est sur la base de cette colonne vertébrale que les choses devront se faire. Vous, Thierry Santin, quel est le projet d'avenir que vous proposez aux Calédoniens? Sur quoi est-ce que vous faites campagne? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la Calédonie? C'est le slogan que nous avons choisi avec Vanessa, ma suppléante, c'est pour une Calédonie forte et unie. Unie parce que la Calédonie est une et indivisible au sein de la République française. C'est notre principe de base. À partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que chacun, ici en Calédonie, se sente à sa place et considère sa place comme légitime ici en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire qu'il faut dialoguer, il faut surtout se respecter nos façons de vivre différentes,
respecter nos croyances différentes, respecter nos modes de vie différents, nos traditions, nos coutumes différentes, en ayant à l'esprit la volonté que cette diversité calédonienne soit prise en considération dans nos institutions, tout en gardant cette unité dont je parle, qui, elle, est la garantie de la paix de demain. C'est toute cette logique-là, tout ce principe-là, c'est-à-dire une Calédonie française, c'est un fait, c'est une réalité, mais dans laquelle personne n'est exclu. Il faut que chacun, même les Calédoniens, les Mélanésiens qui ont voté oui à l'indépendance, ont autant de légitimité à être pris en considération dans cette réflexion de la Calédonie de demain que toutes les autres communautés, et en particulier ceux qui ont voté pour une Calédonie française. C'est cette philosophie-là politique que nous portons, que je porte, et que je souhaite porter au niveau national avec mes collègues de l'Assemblée nationale, mais en particulier dans les négociations de demain. Alors, qu'est-ce qui vous différencie? Vous dites qu'il faudrait qu'on se mette d'accord au lendemain des législatives. Qu'est-ce qui vous différencie des autres composantes loyalistes? Globalement, ils disent tous que la Calédonie doit rester dans la France, qu'il faut dégeler le corps électoral, qu'il faut trouver un nouveau statut, des nouvelles institutions pour la Calédonie. Est-ce qu'il y a des points vraiment de divergence entre vous? Le problème, j'ai un peu de mal à répondre à votre question, Elisabeth, parce que je ne sais pas quel est le projet que portent mes concurrents, et en particulier celui de l'association qui porte la majorité présidentielle, puisque d'un côté, certains proposent la suppression des provinces, d'autres l'hyper-provincialisation. Les troisièmes, on a douté un jour qu'ils étaient même favorables à l'indépendance association. Donc je ne sais pas quel est leur projet. Moi, je viens de vous dire quel est le mien. Et c'est un projet où, encore une fois, la Calédonie est française, mais où on doit chercher la manière de vivre tous ensemble, ici en Calédonie, dans le respect de nos spécificités, et en permettant à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations futures de se projeter, parce que c'est de ça dont les gens ont besoin, de pouvoir imaginer leur vie et la vie de leurs enfants, et ensuite derrière de leurs petits-enfants et autres, en sérénité, quoi, dans une Calédonie en paix où les gens vivent bien et vivent comme ils le souhaitent. Et je ne dis pas, bien sûr, le monde économique, qui lui aussi a besoin de cette perspective. Pour investir, un chef d'entreprise, il a besoin d'avoir de la perspective. Et cette perspective-là, ça veut dire de la stabilité politique. Et je pense que c'est aussi une des raisons des difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontés, c'est qu'on n'a pas encore cette stabilité. Donc il faut faire en sorte que ce soit le cas demain dans la Calédonie de demain. Des discussions à trois, mais les indépendantistes, vous le savez pour l'instant, ne veulent pas venir autour de la table. Eux, ils contestent même les résultats du troisième référendum. Comment les ramener autour de la table? Et puis comment discuter avec eux? Quelles concessions peuvent encore leur être faites? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se laisser aller à faire justement des concessions pour les ramener autour de la table, pour arriver à trouver une solution commune? C'est le discours radical qu'on entend un peu plus aujourd'hui, mais moi je considère que ça a toujours été le même. Je n'ai pas le sentiment que les indépendantistes ont changé de discours. C'était le cas avant les accords de Matignon-Oudinot, c'était le cas avant l'accord de Nouméa, c'est aujourd'hui le cas à la veille de ces négociations d'avenir. C'est un discours, je crois, d'abord qui s'adresse principalement à leurs militants les plus radicaux, accessoirement qui sert aussi à faire peur aux autres. Et moi, je veux rassurer les Calédoniens. Je veux leur dire que c'est pas parce que les indépendantistes ont ce discours radical qu'il faut que nous-mêmes on l'ait en face, parce que la réalité, c'est que la Calédonie, elle est française. Par contre, réfléchissons ensemble pour trouver les voies de cette Calédonie harmonieuse dont je parlais tout à l'heure. C'est ça qu'on doit faire, et c'est pas autre chose. Donc ce discours ne me touche pas personnellement. Je ne considère pas comme étant un élément de pression plus que ça. Vous ne pensez pas qu'il faut surenchérir sur leur... C'est ce que certains disent. Moi, je considère que c'est une posture au départ, mais à partir de là, ça n'empêchera pas ces discussions demain. Et il y aura des négociations demain à trois, quoi qu'on en dise et quoi que disent les uns et les autres. Ça se terminera autour d'une table de discussion à trois, les indépendantistes d'un côté, les loyalistes de l'autre et l'État. Et l'État a les moyens de faire en sorte que ça se termine de cette façon-là. Un des sujets qui sera le plus discuté sera la question du corps électoral, où les indépendantistes parlent de gel définitif du corps électoral. Nous, on porte le dégel du corps électoral. Ça fait partie de ce respect collectif dont je parlais tout à l'heure. On porte ce dégel du corps électoral, donc forcément, c'est un sujet qui va devoir être discuté. Si rien ne se passe
d'ici là, ça veut dire que les prochaines élections provinciales en Nouvelle-Calédonie se feront avec un corps totalement ouvert. Parce que c'est ça la réalité juridique. L'accord de Nouméa est fini. Donc cette disposition-là en particulier s'appliquera avec un corps électoral ouvert. Et ça, j'imagine bien que les indépendantistes n'ont pas du tout l'intention de laisser faire les choses. Donc c'est, à mon avis, un des points pour lesquels ils viendront autour de la table des négociations. Et puis il y a d'autres moyens. Hein. L'État dispose quand même de pouvoir de pression, en particulier quand on a un gouvernement indépendantiste aujourd'hui qui est en train d'essayer de se dépatouiller de la situation économique, sociale dans laquelle on se trouve. Ça peut aussi être des outils que l'État utilise pour inciter tout le monde à venir autour de la table des négociations. Rapidement, 2 points. L'abstention tout d'abord, vous y faisiez allusion tout à l'heure, mais vous pensez que les Calédoniens sont intéressés par ces élections législatives? Vous pensez qu'ils vont se déplacer ou comment les mobiliser? Alors à chaque fois qu'on organise des réunions, des rencontres, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des messages principaux qu'on essaie de faire passer pour essayer de, à nouveau, intéresser les Calédoniens. Parce que, hélas, le constat, c'est qu'effectivement, beaucoup se sont éloignés de la politique parce que ne se reconnaissant plus dans ce qui se passait au niveau des institutions et des partis politiques, avec ce discours très radical de la part des uns et des autres, alors que la population, et je dis bien la population dans sa globalité, toute communauté confondue, veut passer à autre chose, veut pouvoir se projeter et donc dépasser ce clivage traditionnel, binaire, d'opposition des uns et des autres. Donc moi, j'essaye de leur expliquer que ma volonté, c'est bien celle-là. C'est bien celle-là, et donc de rassurer encore une fois les populations, la population calédonienne, et de leur permettre de les inciter à m'accompagner dans cette démarche en allant s'exprimer démocratiquement le 12 juin prochain, au premier tour, et le 19 s'il y a un deuxième tour, pour pouvoir porter cette vision, encore une fois, de la Calédonie et m'aider à la porter pour demain. Vous avez commencé votre campagne fin mars, les élections c'est dans 10 jours maintenant. Il vous reste quoi à faire dans quels endroits vous n'êtes pas encore allé ou vous avez prévu d'aller dans les prochains jours? Honnêtement, je suis déjà allé partout, et même plusieurs fois en l'occurrence. Mais si je peux me permettre de faire quelques publicités de mes réunions futures, Madame Noire, il y a une prochaine réunion, pas plus tard que ce soir, au studio 56 à Dembéa, où tous les Calédoniens sont invités à y participer. On a ensuite une autre réunion mardi prochain, publique, à Koné, au Pitiri, à Koné, à 18h. À chaque fois, c'est 18h. Hein. Ce soir à 18h et donc mardi à 18h. Et surtout, on a notre grosse réunion de fin de campagne mercredi soir au Centre culturel du Mont d'Or, où là, toute la population calédonienne est invitée à y participer. Et enfin, on terminera par une petite réunion finale quand même à Bourail, le vendredi 10, au cinéma de Bourail, où là, on invite toutes les personnes de la région à également venir y participer. Voilà, comme ça, le programme est connu. Thierry Santa, merci d'accepter notre invitation ce midi. Merci pour l'invitation.